Bonjour et bienvenue dans la 4e vidéo des tutos de Warhammer Old World. Storm clouds gather. Our borders are beset by evil, both mundane and immortal. Pour aujourd'hui, je vous propose la phase de tir, enfin un petit peu décrite avec toujours ces 4 sous-phases et qu'est-ce qui vous attend dans votre tour de jeu à cette 3e phase de jeu disponible dans Warhammer Old World. La première des sous-phases est le choix de l'unité et de sa cible lorsque vous allez engager les tirs sur l'ennemi. La seconde sous-phase sera les jets de touche nécessaires pour atteindre votre objectif et votre cible. La troisième sous-phase sera les jets de blessures et les sauvegardes adverses. Et enfin, la 4e sous-phase sera le retrait des pertes si vous en provoquez et la panique si vous arrivez à faire suffisamment de pertes. La phase de tir dépend de la phase bien évidemment de stratégie et de mouvement précédente. Si vous êtes correctement placé, si vous avez passé les bons sortilèges ou les bonnes malédictions, vous pouvez être vraiment extrêmement létal dans la phase de tir. Attention cependant, c'est extrêmement rare de gagner grâce à la phase de tir. Vous pouvez abattre un adversaire, fatiguer un adversaire, peut-être même provoquer les paniques, mais il est très rare que vous anéantissiez une armée grâce à la phase de tir. Tout ceci n'est que la préparation pour la future phase de combat. Donc, on commence par la première des sous-phases, choisir l'unité qui va tirer et lui désigner une cible. C'est très simple, en fait, vous allez répéter ces 4 sous-phases par unité. C'est un peu plus différent de ce qu'on a vu dans la phase de mouvement et la phase de stratégie. Là, on va en fait passer unité par unité et non pas tout d'un coup pour éviter de se mélanger les pinceaux. Autrement dit, quand on passe en sous-phase de choisir ses unités et sa cible, on désigne une unité éligible au tir et on lui désigne sa propre cible. Pour pouvoir tirer sur quelqu'un, il faut respecter quelques conditions. Il faut bien évidemment que vous ayez en angle de vue, c'est-à-dire que vous voyez visiblement votre cible et également que votre cible soit à portée de vos armes de tir. Bien sûr, il faut aussi avoir des armes de tir, mais là, je digresse. Cependant, vous ne pouvez pas tirer avec une unité disposant d'armes de tir si vous avez chargé ou manqué votre charge dans le tour précédent, si vous avez fait une marche forcée dans votre tour précédent, ou si vous êtes en fuite. Également, si vous êtes bloqué déjà dans un corps à corps, vous ne pouvez pas tirer. Si vous respectez toutes ces restrictions, vous avez le droit de tirer sur un adversaire. Vous devez donc bien désigner une unité et cibler quelqu'un. Là encore une fois, les décors et la table entrent en jeu, mais il y a aussi des potentielles réactions de l'adversaire très rares mais qui peuvent se faire lorsque vous désignez une unité comme cible. Par exemple, la règle esquiveur. La règle esquiveur permet à une unité qui est prise pour cible au début de la phase de tir de réagir par rapport à ses tirs et donc de se replier en bon ordre, de faire une petite fuite et de se rallier tout de suite et potentiellement de sortir de l'axe ou de la portée de tir d'un ennemi et donc de vous surprendre, ils esquivent vos tirs avant que vous puissiez lâcher vos flèches. Malheureusement, si l'ennemi fait ça, ça veut dire que vous allez très certainement perdre vos tirs. Il faut bien le calculer à l'avance. Attention cependant, j'ai eu quelques gens en initiation, surtout quand ils venaient d'autres wargames qui étaient un peu surpris. Quasiment toutes les figurines ne peuvent tirer qu'une seule fois avec une seule de leurs armes dans la phase de tir à Warhammer The Old World. Si vous avez une arquebuse et un arc sur votre même personnage ou votre même unité, vous devez prendre une seule de ces armes. Également, la caractéristique attaque visible dans le tableau de votre figurine n'est en rien en lien avec les tirs. Quasiment tous les tireurs du jeu ne tirent qu'une seule fois, mis à part ceux qui ont la règle tir multiple. Donc si vous avez des tireurs, ne vous fiez pas au A avec le chiffre qu'il y a dans votre feuille de caractéristiques, vous allez tirer certainement une seule fois, ou alors fiez-vous à l'arme que vous portez qui vous indiquera si vous avez des tirs multiples ou non. Si vous n'en avez pas, vous ne tirez qu'une fois. Quand on désigne une unité pour tirer sur une autre, seul le premier rang peut tirer sur l'unité visible. Parfois, les régiments sont assez grands, surtout certaines lignes de tireurs, et la portée des armes ainsi que l'axe de vue de certaines figurines peuvent parfois être bloqués ou alors être impossibles par rapport à la distance qui vous sépare de votre cible. Si par exemple vous avez une unité de 10 tireurs et que vous en avez 2 qui ne sont pas à portée d'armes parce que le régiment est trop loin, eh bien ces deux-là sur les 10 ne tireront pas tout simplement. Pareil s'ils sont cachés derrière un axe de vue, une de vos propres unités qui vous bloque la vue ou alors un décor infranchissable qui empêche le tir. Il faut donc bien vérifier à l'œil nu, vous vous penchez à la hauteur de la figurine et ce que vous voyez, vous le voyez, ce que vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas
jetez de dés. Une fois votre unité et votre cible désignés, et bien c'est parti pour les premiers jets de dés de la phase de tir. C'est assez simple pour ce qui est de tirer à Warhammer The Old World. Chaque figurine possède une valeur de CT, de capacité de tir sur sa feuille de personnage. Ces valeurs se raccrochent à un tableau que je vous affiche ici, qui est disponible dans le livre de règles, qui est également disponible sur les feuilles résumées disponibles sur le Discord. Ça, c'est tout simple. Vous regardez quel est votre CT, vous regardez le score qu'il faut faire, et vous jetez un dé par tireur, vu qu'il n'a qu'un seul tir pour tirer. Si vous obtenez ce chiffre ou plus, vous avez réussi. Vous allez me dire, c'est extrêmement facile. Mais à Warhammer The Old World, les jets de touche sont influencés par la table et par vos actions précédentes. Si jamais vous vous êtes déplacé en marche normale, pas en marche forcée, n'oubliez pas, on ne peut pas tirer après marche forcée, si vous vous êtes déplacé avant de tirer, eh bien vos hommes n'ont pas eu le temps de viser, ils ont un malus de -1 sur leur jet, quel qu'il soit le plus grand des elfes ou alors le petit gobelin qui sort de sa caverne. Si vous vous êtes déplacé, vous avez un -1 pour toucher sur votre phase de tir. Si jamais votre cible est au-delà de la moitié de la portée de votre arme, toutes les armes de tir ont une portée, vérifiez, elle a une portée de 18, si votre cible est à plus de 9 pas, ça veut dire qu'elle est à longue portée, c'est un autre malus qui peut s'appliquer ou se cumuler et qui vous fait encore un -1 sur votre touche. Si jamais également vous avez la réaction de maintenir la position étirée, parce que oui, ça se passe comme ça, hein. Lors de la phase de réaction, vous allez maintenir votre position étirée si jamais vous avez des armes de tir et que vous êtes éligible à le faire, allez voir la vidéo précédente pour savoir comment ça fonctionne. Il y a aussi un malus de -1 là-dedans, parce que vous êtes un peu en stress de voir des mecs vous foncer dessus. Enfin, le principe de couvert est bien sûr important à Warhammer The Old World. Une unité partiellement cachée derrière un décor possède un couvert léger. Une unité majoritairement cachée derrière un objet ou un obstacle, eh bien, aura un couvert lourd. Le couvert léger vous implique un malus de -1, le couvert lourd un malus de -2. Donc oui, à Old World, si vous vous êtes déplacé, si vous êtes à longue portée et que votre adversaire est dans un couvert léger, par exemple dans une forêt, et que vous avez une CT de 4, à la base vous touchez sur 3+, mais vous obtenez un malus de -3, 3, ça fait 4, 5, 6. Vous tombez à touche sur 6. Et là vous allez me dire, waouh, ah ouais d'accord, les tirs c'est très soumis au malus dans Warhammer The Old World. Mais il y a beaucoup de règles, des petites règles spéciales cachées par-ci par-là qui annulent certains des malus, voire certains objets qui annulent les malus, ou voire bien évidemment des sortilèges qui améliorent vos tirs. Quelques règles spéciales, le tir rapide vous permet de ne pas avoir de malus lorsque vous êtes en train de vous déplacer et de tirer. Vous avez également aucune limite de tir si l'adversaire vous charge dessus. Voilà. Le maintien en position et tir fonctionne même à un pas d'entre vous avec les tirs rapides, c'est pratique. Vous avez également certains objets comme le merveilleux télescope des impériaux de Nuln qui vous permet d'ignorer les portées longues pour le porteur et l'unité avec lui. Donc si jamais vous avez des arquebusiers qui tirent à 24 pas, ils n'ont pas de malus pour tirer à longue portée, ça fait quand même très mal. Vous avez certaines capacités objets ou même certaines bannières qui annulent les couverts chez l'adversaire. Là les elfes sylvains, on les connaît. Vous avez plein de choses comme ça par rapport à des créations dans vos listes, mais ça on en parlera dans quelques vidéos. N'oubliez jamais par contre qu'un 1 est toujours un échec, même si vous avez une CT qui monte à 8, parce qu'il y a certains personnages qui l'ont, un 1 est toujours un échec pour toucher, et je peux vous proposer une version soft des règles quand vous êtes en train d'apprendre. Une fois que vous commencez à faire des tournois, de toute façon cette règle ne s'applique plus, je le précise bien. Mais lorsque vous commencez à jouer et que vous n'avez pas envie de faire des jets, etc., eh bien comptez toujours le 1 comme un échec et toujours le 6 comme une réussite pour ce qui est de la touche. Voilà, comme ça vous permet d'être beaucoup plus simple et d'assimiler un petit peu. Donc vous n'avez jamais de malus qui peuvent vous faire monter à 8+, 9+ de touche. Cependant, ceci n'est bien qu'une règle adaptée pour faciliter la compréhension de la table. Ne faites pas ça en tournoi, c'est interdit. En gros, si vous avez une CT suffisamment puissante, 6, 7, 8, 9, ça peut arriver même presque à 10, eh bien, lorsque vous faites un 1, vous pouvez avoir la règle des relances, des CT manqués. Et si vous avez tellement de malus que vous arrivez à des touches à 7 ou 8+, alors là, vous avez des relances à faire pour valider votre touche. Pour moi, ça ralentit un peu le jeu. Souvent, au studio, on ne s'arrête pas à ça. On préfère conserver, par souci bien sûr le tournage, les 1 toujours un échec, les 6 toujours une réussite. Mais bien sûr, en tournoi, il faudra vous y plier.
Enfin, vous allez me dire, jet de touche, ok, c'est donc, j'ai fait mes archers, ils ont touché, peut-être, mais j'ai un mage. Un mage qui balance un sort, il faut qu'il réussisse son sort, mais il n'a pas besoin de toucher. La plupart des sorts indiquent un des 3, un des 6, touche automatique, plus une force et une PA. Ce qui fait que, il y a des armes ou des capacités qui vous font toucher automatiquement à distance. Et c'est le cas de pas mal d'armes comme les machines de guerre ou les sorciers, mais ça on en parlera dans les vidéos spécifiques. Nous entamons maintenant donc la troisième sous-phase, les blessures et les sauvegardes. Si vous avez tiré avec 10 hommes, 10 archers, et que vous avez obtenu 7 touches, vous avez en main pour cette unité 7 dés. C'est à ce moment-là qu'il va falloir passer à un autre tableau, le tableau des blessures. Un tableau qui fonctionne à la fois pour les tirs et à la fois pour les corps à corps. Très simple à retenir, vraiment. C'est extrêmement simple, vous regardez la force de l'arme que vous avez utilisée, voire votre force de personnage, si jamais l'arme utilise la force utilisateur, et à partir de là, vous regardez le tableau et vous comparez votre force avec l'endurance, le E, de votre cible. Vous avez un score à obtenir, et celui-là n'a quasiment aucun malus qui s'applique. C'est très simple, si vous arrivez à faire ce score ou plus, vous blessez votre adversaire. Mais si vous regardez bien ce tableau, vous voyez que certaines forces trop faiblardes ne peuvent pas blesser les endurances trop grosses. En même temps, c'est difficile d'abattre un canon forgé avec une petite fléchette de force 1, ça c'est sûr et certain. Mais, en effet, tout ceci est possible. Également, il y a des règles spéciales qui permettent de booster votre blessure sur ce tableau. C'est la nouvelle règle des empoisonnés. Les empoisonnés fonctionnent à la fois au corps à corps et au tir. Les attaques empoisonnées, lorsque vous faites un 6 pour toucher, donc dans la sous-phase précédente, gardez bien ce 6 dans un coin. Imaginons, sur ces 7 touches, vous avez fait 2 6 pour toucher. Lorsque vous arrivez à la phase de jet de dés de blessure, eh bien, vous avez une force de 4, une endurance de 4, vous allez blesser sur du 4+, 5 dés, les 5 dés qui n'ont pas fait 6. Mais les 2 dés qui ont fait 6 sont donc des dés empoisonnés. Sur le tableau des blessures, ils ont un bonus de plus 2. Autrement dit, vous avez 5 dés qui vont toucher à 4+, et 2 dés qui vont blesser à 2+. Autrement dit, vous êtes beaucoup plus létal. C'est moins fort qu'avant, c'est sûr, mais c'est toujours un petit trick sympa. Si vous avez réussi à blesser votre adversaire, il va devoir faire des sauvegardes pour se prévenir de la mort. Bien sûr, il commence par sa sauvegarde d'armure. L'armure d'une figurine vient de son équipement. Chaque équipement peut amener ou pas des points d'armure, qui sont parfois cumulatifs. L'armure légère donne 1 point d'armure, l'armure lourde 2 points, l'armure de plate complète 3 points, le bouclier 1 point, le caparaçon d'une monture 1 point, et la fameuse peau blindée qui peut s'appliquer, qui vous donne le nombre de points d'armure pris entre parenthèses. La valeur maximum d'armure que l'on peut atteindre pour l'infanterie et la cavalerie, c'est 2+, pour toutes les unités d'infanterie et de cavalerie, et le maximum d'armure cumulée que l'on peut avoir pour un monstre ou un char, c'est bien 3+. Il est possible que vous ayez une seconde sauvegarde qui arrivera derrière, c'est les sauvegardes qu'on dit invulnérables. Elles viennent très souvent de règles extrêmement spéciales ou alors des règles d'objets qui sont apportées ou payées, bien sûr. Tout ceci, c'est très simple, si vous manquez votre sauvegarde d'armure précédente, vous pouvez utiliser votre sauvegarde invulnérable derrière. C'est une seconde sauvegarde en somme pour vous prévenir de la mort. Il est très très rare qu'on puisse atteindre ces sauvegardes invulnérables, mis à part quelques règles spéciales encore une fois. Et pour terminer, si tout ça a été échoué, vous avez potentiellement une dernière sauvegarde possible, c'est-à-dire la régénération, avec des sauvegardes qui vous sauvent les PV que vous perdez, voire les PV multiples que vous perdez. Les armures peuvent donc se cumuler, mais ça veut dire aussi que les tirs, comme les combats au corps à corps, peuvent infliger de la perforation d'armure. Ceci vient en fait tout simplement soit des capacités de vos unités, soit des capacités des armes que portent vos unités. C'est dans le descriptif de chaque arme, vous en avez certains qui provoquent PA 0, pénétration d'armure 0, mais vous avez aussi la règle arme perforante, avec une petite parenthèse derrière. Ces deux règles se cumulent lors d'un jet de blessure. Si vous réussissez votre jet de blessure et que votre arme inflige une PA de -1, l'adversaire va avoir -1 à sa sauvegarde d'armure. S'il avait qu'une armure légère, 6+ d'armure, et que vous le blessez avec une PA -1, il perd son armure. S'il n'a pas d'invulnérable ou rien d'autre, il est mort. En tout cas, il perd un PV. Ça va très très vite.
La PA peut monter à 2, à 3, PA-1, -2, -3. C'est quelque chose d'extrêmement important dans le jeu si vous voulez faire des dégâts, si vous voulez infliger des pertes à l'adversaire. Attention cependant, la PA n'est pas cumulative. Si jamais vous avez un sortilège qui donne PA-1 et une arme qui fait PA-1, ce n'est pas cumulatif. Si vous avez un sortilège qui augmente la valeur de PA de 1, c'est précisé dans la description, là ça marchera. Enfin, la deuxième petite règle, l'arme perforante ne s'applique que si vous avez fait un 6 à la blessure. Encore une idée de ce 6 qui s'applique lors de certaines règles. Si vous faites un 6 à la blessure, eh bien vous ajoutez à votre PA potentiel le chiffre de la perforation. Autrement dit, vous avez une arme PA-1 et une arme perforante 1 derrière. Si vous avez fait un 6 pour blesser, eh bien vous enlevez 2 points d'armure. Là, c'est cumulatif. Et aussi une chose très intéressante, c'est que si vous avez une bannière qui donne armure perforante 2, bannière générique disponible pour quasiment toutes les armées, et que vous avez déjà une arme qui a arme perforante 1, eh bien si vous faites un 6, votre arme perforante devient 3. Et là, ça fait très très mal. Très très mal. Je vous donne donc un exemple pour bien comprendre la situation. Sur les 7 touches qu'ont fait vos tireurs dans la sous-phase précédente, vous avez réussi 3 blessures. Bravo. Les armes que vous avez possèdent une PA-1 et possèdent une perforation -1. C'est pas -1, c'est perforation 1. Autrement dit, sur les 3 blessures que vous avez fait, il y en a une qui a fait un 6 et 2 qui ont fait un score suffisant pour blesser dans le tableau qu'on a vu. À partir de là, l'adversaire va devoir faire des sauvegardes d'armure. Il va prendre ses 3 dés. 2 dés vont avoir un malus de 1 à son armure et 1 dé aura un malus de 2. Si jamais il avait une armure de 5+, il va jeter 2 dés. Avec le -1, il devra faire des 6 pour réussir. S'il échoue, il perd un PV. Et la troisième blessure qui inflige déjà -2 lui annule son armure. S'il n'a pas d'invulnérable ou de régénération, il perd automatiquement un PV. Quasiment tous les tirs du jeu ou tous les dégâts font un PV, sauf cas exceptionnel ou cas spécifique par rapport à des armes ou des capacités. Quatrième sous-phase, le retrait des pertes et les tests de panique. Dès qu'une figurine atteint 0 PV, l'adversaire doit la retirer. Vous aussi d'ailleurs, si vous avez des pertes. Les pertes sont enlevées à l'arrière du régiment ciblé au tir. Je conseille aux joueurs de toujours retirer un côté gauche, puis un côté droit, un côté gauche, puis un côté droit. Question d'avoir une espèce de symétrie parce qu'il y a des armes à gabarit qui doivent toucher le centre d'unité et pour être fair play, toujours maximiser les chances de l'adversaire. Ça, encore une fois, c'est vous qui voyez, c'est un conseil que je peux vous donner. Au lieu de tout enlever d'un seul côté, en plus c'est moche, on aime la symétrie quand on joue régimentaire. Une fois que l'unité ciblée a retiré toutes ses pertes, on compte les pertes subies. Et à partir de là, la panique peut arriver. Vous devez faire un test de panique si jamais votre unité a subi plus de 25% de pertes par rapport à son effectif de base. Vous avez 20 mecs, vous en avez perdu 6, vous devez tester la panique. Vous en avez perdu 5 ou moins, vous ne devez pas tester. Tester la panique, c'est très simple, c'est encore une fois un test de commandement. 2D, vous avez une valeur de commandement, vous devez faire moins ou égal. Si jamais vous réussissez, tout va bien, vous n'avez plus de test à faire en termes de commandement et de panique pour cette phase de tir. On ne peut faire qu'un seul test de panique par rapport au tir dans toute la phase de tir. Vous le réussissez une fois, vous n'avez plus besoin d'en faire. Cependant, si vous l'échouez, ce test, eh bien vous allez fuir ou alors vous replier. Tout dépend de votre effectif. Si jamais vous êtes encore au-delà de 50% de votre effectif de base, donc imaginons vous aviez 20 gars, vous en avez perdu 6, vous testez votre panique, vous l'avez manqué, vous êtes au-dessus encore de 50% de vos effectifs. Vous êtes à 14. Vous êtes donc encore au-dessus de 10. Vous allez paniquer, mais d'une manière modérée. Vous allez vous replier en bon ordre. Un mouvement très très simple que je vais vous expliquer beaucoup plus dans la phase suivante et dans la vidéo suivante. Vous allez simplement vous enfuir de quelques petits pas face à l'adversaire qui vous a provoqué la panique et tout de suite vous rallier. Mais si jamais, lorsque vous paniquez, vous êtes en dessous de vos 50% d'effectifs, là, vous risquez de vous enfuir pour de bon, avec un mouvement de fuite qu'on a vu dans la vidéo précédente. Autrement dit, vous pouvez briser votre ligne et briser votre cohérence d'armée, et ça c'est très dangereux. Bien sûr, il y a des règles spéciales encore une fois qui s'appliquent et qui vous fait ignorer la panique. Les immuniser psychologie, les immuniser à la panique aussi, ça existe, voire même des unités qui réussissent automatiquement leur test sans y être immunisés. Tout ceci s'applique avec des règles spéciales bien spécifiques.
Pour terminer cette phase de tir, eh bien, toute cette séquence, ces 4 sous-phases, il faudra les répéter pour chaque unité éligible. Si vous avez une unité de tireur avec un mage à l'intérieur, faites d'abord tous vos jets pour les tireurs, et ensuite, enfin vraiment les 4 sous-phases, et ensuite vous revenez à ce régiment et vous faites le mage. Parce qu'il n'a pas les mêmes capacités de tir, de jet, de touche, etc. que vos tireurs. Pareil, désignez bien vos cibles, les unes après les autres, pour que l'adversaire puisse réagir par rapport à ses réactions potentielles. Tout ceci vraiment s'organise correctement. Les machines de guerre, bien sûr, sont des méthodes de jeu et de technique très différentes d'une arme de tir conventionnelle. Vous avez les canons qui tirent en ligne droite, il leur faut donc un axe de vue, il faut donc estimer le tir, jeter un jet d'artillerie qui va dévier, commencer à faire la touche, enfin l'atterrissage du boulet, et ensuite la ligne meurtrière avec un deuxième jet d'artillerie. Vous avez la catapulte qui désigne un point sur la table et qui vous permet après de dévier peut-être et de toucher avec un gros gabarit ou un petit gabarit. Vous avez les lance-flammes qui sont des gros souffles terrifiants, ou alors les souffles des dragons ou des créatures, des personnages. Vous avez plein de choses qui peuvent s'appliquer. J'essaierai de vous les détailler rapidement dans les machines de guerre, mais surtout le livre d'armée est extrêmement bien écrit, là pour ça il n'y a pas de problème. Les petites choses rigolotes, justement, dans ces tirs à gabarit, ce sont les déviations avec les machines de guerre, comme les catapultes, les lance-flammes ou autres. Si une catapulte avec sa grosse galette vise quelque chose, mais dévie et tombe dans un corps à corps, ou tombe sur une unité alliée ou ennemie, ça comptera bien sûr comme un tir. Vous n'allez pas annuler en mode bisounours, vous allez avoir des pertes si vous êtes dessous. Ça arrive, même au meilleur. Enfin, quelques règles spéciales peuvent aussi vous permettre de tirer plus loin, plus efficacement. Le tir de volée, j'en ai pas parlé également, qui peut être très utile. Le tir de volée, c'est des armes qui possèdent cette règle, vous permet de tirer sur 2 rangs, par exemple, au lieu de un seul. Vous avez la capacité des tireurs de Nuln, par exemple, qui vous permet également, une fois par partie, de tirer sur 2 rangs. Voilà, c'est des moments où quand on active, on fait bah là, je vais tirer sur 2 rangs. Vous avez également, bien sûr, les collines, qui vous permettent d'avoir un axe de vue meilleur, donc d'enlever parfois des couverts potentiels à l'adversaire, mais aussi de tirer sur 2 rangs. Bref, tout est jouable par rapport à votre positionnement et à la table, vous l'avez encore une fois bien compris. Donc voilà, une vidéo beaucoup plus courte, une vidéo plus simple, en tout cas j'espère. Pensez bien que les tirs dépendent complètement de votre positionnement et de votre phase de stratégie. Si vous avez mal géré ça, eh bien vous aurez du mal à avoir des tirs meurtriers. Les armées d'artillerie sont extrêmement importantes pour le déploiement. Ne bouchez pas les lignes de vue, parce que n'oubliez pas qu'on ne voit pas à travers ses propres troupes. On ne voit pas à travers le physique d'une figurine, on n'est pas à 40K. Donc il va falloir vraiment penser à ce que voit votre figurine pendant toute la bataille pour éviter de vous boucher la vue. Tout ça, ça vient en jouant, en s'entraînant, en continuant, en faisant des erreurs, encore une fois. C'est pas grave. Beaucoup pensent que le tir a été beaucoup nerfé, c'est-à-dire beaucoup moins puissant que dans les versions précédentes du jeu régimentaire. Je ne suis pas d'accord, il y a beaucoup de sortilèges qui sont extrêmement puissants, comme des projectiles magiques, bien sûr qui s'utilisent à l'activation de votre personnage, des vortex magiques qui sont extrêmement stratégiques. Vous avez des tirs très violents dans le jeu qui permettent de défoncer des chevaliers ou d'autres unités spécifiques, voire même des tirs qu'on peut cibler, voire même des snipers qui peuvent viser des personnages. Bref, tout ça est extrêmement intéressant. Je suis joueur Elfe Sylvain, c'est une des phases les plus importantes par rapport à mon armée. Bon, la plus importante reste le mouvement, mais ne vous fiez pas au fait qu'il y a plein de malus tout le temps. Les malus peuvent s'annuler, ou alors si vous êtes bon en mouvement et en stratégie, les malus disparaissent. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a été utile. N'oubliez pas, toujours, abonnez-vous, partagez et likez la vidéo. Il faut vraiment que cette série fonctionne et que j'ai pas passé tellement d'heures dessus pour pas grand chose. J'espère vraiment que ça vous a été pratique, en tout cas même pour moi ça me fait réviser et surtout ça nous adapte aux nouvelles règles. Vous avez toujours les partenaires avec les codes promo qui sont dans la description de la vidéo. Vous avez le Tipeee, lui aussi, rejoignez-nous, aidez-nous à faire que cette chaîne puisse vivre d'elle-même, ça ferait très plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour la longue vidéo de phase de corps à corps. Ciao.